Merci à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je reviens à Paris, parce que c'est ici que tout a commencé. Donc merci à Kai, Anthony, Sophia et toute l'équipe d'Adicom pour ce chaleureux accueil. Et merci à vous aussi d'être là. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu mon parcours, quelque chose que je ne fais pas très souvent. Généralement, quand je fais des prises de parole, c'est pour conseiller, aiguiller et expliquer aux institutions étrangères comment naviguer en fait les business sur le continent. Et aujourd'hui, en fait, pour la première fois, je vais raconter un petit peu comment tout a commencé. Alors, mon histoire, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que mon histoire, elle commence pas avec moi, elle commence avant moi. Elle commence avec celle de mes parents. Je suis née d'un père sénégalo-congolais et d'une mère sénégalo-centrafricaine. J'ai grandi en Côte d'Ivoire et née à Paris et en 2000, après le coup d'État, malheureusement, j'ai dû rentrer à Paris pour pouvoir poursuivre mes études. Donc voilà, je vous passe les détails, collège, lycée, IUT, école de commerce. Et en parallèle de ma formation en école de commerce, je suis victime d'un accident de la route qui m'immobilise pendant 1 an. Donc je suis chez moi pendant 1 an, je peux pas aller en cours et ça correspond en fait à la période où je pense qu'on a commencé à observer un avènement du digital, une montée en puissance d'Internet. Facebook était la plateforme, ce n'est pas encore, on était très loin d'Instagram. Et je passais beaucoup de temps en fait à observer ce qui se faisait, notamment aux États-Unis, parce que en termes de digital, je pense qu'ils avaient déjà eu une avancée par rapport à la France. Et j'ai toujours été férue de magazines. J'ai toujours adoré l'éditorial. L'image, c'est quelque chose qui me fait rêver. Je pars du principe que peu importe l'histoire qu'on veut raconter, quand on a une image forte, quand on arrive à montrer aux gens en fait ce qui nous passe par la tête, il y a pas meilleur moyen. Et c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Et donc en fait, suite à cette année en étant paralysée, en fait, je décide de réunir autour de moi une équipe de créatifs parisiens. On est tous jeunes, on est tous passionnés en fait d'image, on est tous passionnés de mode, d'art, de culture, et on vient tous d'endroits très différents. Et donc je décide de créer Goubar. Donc Goubar, c'est mon premier magazine digital qui voit le jour le 9 janvier 2009 sur Internet. Je décide de le présenter en fait sous forme de site, mais avec des pages qu'on peut tourner, on peut naviguer, on peut tout simplement observer et lire en fait comme un journal papier, mais en ligne. Et malheureusement, je pense que j'étais un petit peu trop en avance sur mon époque, parce que malgré que le magazine soit super bien reçu et que je sois à la tête donc de cette publication pendant 7 ans, je l'ai vécu comme un échec parce que j'ai jamais réussi à le monétiser. D'une part parce que je pense que j'étais très jeune, il y a le manque d'expérience, il y a le manque de connaissances. Quand on est passionné d'image, on n'est pas forcément expert en vente d'espaces publicitaires, on n'est pas forcément expert en management d'équipe, donc énormément de lacunes, mais ce projet en fait est celui qui m'a permis de me faire mes armes et d'apprendre en fait. Et tout ce que j'ai appris, j'ai réussi donc à l'infuser dans mon second projet. Le magazine Noir, pour moi, c'était quelque chose d'un peu plus intentionnel. J'avais envie de présenter quelque chose qui rendrait les gens fiers. On me demande souvent pourquoi noir, et en fait pendant longtemps, surtout, on part d'il y a 7-8 ans, c'est un mot que les gens ont du mal à prononcer souvent, qui met un petit peu mal à l'aise. Et moi je suis noire, je suis africaine, je suis très fière de l'être, et puis de toute façon je passe pas inaperçue peu importe où je mets les pieds, et j'avais envie en fait de retranscrire ce message à travers cette publication, surtout au moment où on commençait un petit peu à voir que l'Afrique commençait à prendre sa place, on commençait à avoir un petit peu plus de représentation
dans la presse, même française, internationale, beaucoup plus de mannequins mis en avant, beaucoup plus d'histoire, beaucoup plus de créatifs, beaucoup plus d'art qui venait du continent. Et je me suis dit que j'allais créer un espace en fait où on allait pouvoir réunir tout ça en racontant des histoires qui étaient à l'époque méconnues du public. Je me suis énormément inspirée du travail de ceux que j'appelle les pères de l'esthétique africaine telle qu'on la connaît, Malik Sidibé, Seydou Keita, qui sont des photographes qui ont marqué en fait l'époque post-indépendance de l'Afrique. Et pour moi, c'était important en fait de rendre hommage, mais en apportant une touche de modernité pour que cette histoire en fait continue à perdurer dans le temps et que ce soit pas un héritage culturel qui se perd. Je pense que ce sont des images à travers lesquelles on se retrouve tous et à travers lesquelles aujourd'hui les gens peuvent identifier une identité, une histoire et voilà. Alors malheureusement, Noir n'a pas fait long feu. Parce qu'en parallèle de Noir, donc je reviens à mon histoire personnelle, donc je termine mes études, je travaille pendant 1 an pour la marque Marc Jacobs, pour laquelle je suis experte en digital pour le bookmark. Donc c'est un concept store en fait qui vendait à l'époque des livres et des ouvrages d'art. Et au bout d'1 an, en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup moins de temps pour mes projets personnels. Et je décide tout simplement de quitter mon boulot. À l'époque, j'ai une de mes meilleures amies, Absatou Ndiaye, qui est, elle, 100% sénégalaise. On vient toutes les deux de graduer de notre master en marketing et com. Et elle décide de tout plaquer, prendre ses bagages, et elle dit « je rentre ». Donc, Absatou est à Dakar. Et elle me dit « Ah, mais Sarah, mais qu'est-ce que tu fais en décembre ? Tu devrais venir. » Alors, pour la petite histoire, comme je vous expliquais au début, je le répète, mon père est sénégalo-congolais et ma mère est sénégalo-centrafricaine. Mais j'ai jamais vécu au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays que je visite de manière occasionnelle quand je vais rendre visite à de la famille, mais de la famille un peu éloignée. Donc, j'ai aucune connexion avec le pays. C'est très important. Donc, comme mon ami Absatou me propose justement d'aller lui rendre visite et de passer un peu plus de temps au Sénégal de manière non touristique, donc vraiment de m'imprégner dans la culture, de passer du temps avec elle, sa famille, j'accepte l'invitation et puis j'y vais. Et j'y vais, je passe 3 semaines. Elle a une tante qui a un petit atelier de couture. Et puis voilà, je vais au marché, je me fais quelques petits vêtements, je reviens à Paris. Parce que j'avais le magazine, j'assistais au Fashion Week, et puis bon, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Quand on s'habille dans la rue, il y a les photographes, il y a du street style, et puis voilà, on se fait photographier, les vêtements tournent un petit peu, et puis d'une personne à une autre, je me fais approcher en me disant « Ah, j'aime bien ce que tu portes, ça vient d'où, c'est de qui ?» Et je fais « Ah, je me suis fait faire ça au Sénégal. » Et puis c'est une amie, et ensuite c'est une amie d'amis, et puis ça devient une amie d'amis d'amis, et puis je me retrouve à revenir avec 3 valises en fait à chaque fois que je repars au Sénégal tous les 3 mois. Et là je me dis, je pense qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose à faire parce que ça plaît, et il faut que j'arrive à structurer tout ça. Il faut que je m'asseye, que je réfléchisse et que je vois en fait éventuellement ce que je peux faire. Alors pendant 1 an, je fais pas mal de va-et-vient. J'observe un petit peu la culture parce que, en fait, je suis étrangère chez moi. Même si je suis Diouf et que je ressemble typiquement à une Sénégalaise. Il n'y a pas plus sénégalaise que ça. Je suis étrangère chez moi, donc je me familiarise avec la culture. Je vois comment les choses se passent. Moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. On a aussi cette relation avec le tailleur de quartier. Tout le monde a un tailleur. Tout le monde a son tailleur personnel. C'est quelque chose ici en Europe, en France, qu'on considère comme un service de luxe, mais en fait, en Afrique, c'est au quotidien. Traditionnellement ou même quotidiennement, les gens ont cette relation et se font faire leurs vêtements sur mesure. Donc en recherchant un petit peu, je rentre en contact avec quelques tailleurs, je vois avec eux s'ils sont intéressés en fait de travailler de manière indépendante, parce que généralement ces gens-là sont déjà des entrepreneurs eux-mêmes, qui ont leur petit atelier, qui font tourner leur business sans avoir besoin de personne, qui ont leur propre clientèle. Mais moi j'avais besoin en fait de créer une petite équipe parce que j'avais une idée en tête en fait. Je me suis dit que j'allais créer une marque de vêtements qui allait combler en fait un espace sur le marché qui n'existait pas. À l'époque, toutes les marques que j'observais et que j'admirais
Je vais vous en citer deux. Je pense que vous connaissez Loza Maliombo et Lisa Folawiyo. Donc Loza Maliombo de Côte d'Ivoire et Lisa Folawiyo du Nigeria, qui pour moi en termes d'esthétique, en termes de branding et en termes de design aussi, étaient pour moi les deux meilleures marques sur le marché à cette époque. Il y en avait encore très très peu. Et en observant en fait le marché, ce que je me suis dit, c'est que toutes ces marques en fait qui sont magnifiques se positionnent sur un segment luxe. Cependant, en 2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça, l'Afrique souffre encore d'un branding qui n'est pas forcément positif quand il s'agit de nos produits. Si je vous dis que vous connaissez pas ma marque et que je lance quelque chose et que je le price à 10 000 euros, je pense que vous préférez peut-être investir dans une veste Gucci où vous saurez que vous aurez un retour sur investissement en termes de qualité, en termes de branding aussi, parce que vous savez dans quoi vous investissez. Et je me suis dit, pour inviter les gens à consommer en fait les produits africains, il faut leur donner l'opportunité. Et donc, on crée l'opportunité en créant l'accessibilité. L'accessibilité, en termes de prix, l'accessibilité physique, parce qu'à l'époque, il y a encore très peu de concept stores, non seulement sur le continent, mais aussi globalement, qui vendent des créateurs africains. Et pour moi, en fait, avec l'avènement du digital, avec toute l'expérience que j'ai acquise en promouvant ces deux supports et ces deux magazines au cours des 7 dernières années, va m'aider à raconter cette histoire, à promouvoir une image différente, une image forte, et puis à lancer en fait cette marque sur Internet. Alors c'est un pari un petit peu fou parce que si je vous dis qu'en 2016, sur le premier shoot, d'ailleurs j'ai mon assistant qui est là, Yoran, et je disais à tout le monde, vous verrez un jour Beyoncé portera Tongoro. Et tout le monde éclate de rire parce qu'on est 10 gamins, on est sur le set, on dit ok, Sarah elle est folle, enfin bon, voilà. Mais voilà, je pense qu'il faut rêver grand et puis j'ai toujours eu cette conviction en fait qu'en étant africain, on avait en face de nous un champ de possibilités parce qu'il n'y a jamais rien eu qui a été fait en tout cas. Et pour moi, c'est l'opportunité de faire quelque chose avec ce que je connaissais, les moyens que j'avais à l'époque et mes skills en fait, tout ce que j'ai appris en fait des deux projets précédents qui malheureusement n'ont pas perduré. Alors mon pari et mon parti pris, c'était de mettre en avant le Made in Africa. Ça a été c'est mon plus gros combat et aussi ma plus grande difficulté parce que, comme je le disais, rien n'a été fait. Mais une similarité que j'ai pu observer en observant et puis en étudiant un petit peu le marché occidental, c'est que quand on se rend dans les ateliers des marques de luxe telles que Chanel, telles que Hermès, telles que Louis Vuitton, les personnes qui sont mises en avant et ce qu'on valorise, ce sont les petites mains. Et c'est quelque chose que, en France, on prend beaucoup de fierté en fait à promouvoir. Chez nous, on a ces petites mains. Mais pourquoi en fait on ne leur donne pas autant de valeur? Parce que quand j'observe au Sénégal, que ce soit l'Aïd ou que ce soit le Ramadan, les gens ont une relation particulière avec leurs tailleurs, mais ne leur donnent de l'importance que quand ils n'ont besoin d'eux. Et quand j'observe en fait aujourd'hui comment je travaille, donc comment Tongoro est structuré, il n'y a pas de Tongoro sans tailleur. Parce que j'ai pris le pari de faire du Made in Africa. Le Made in Africa, il n'existe pas sans ses mains en fait africaines. Et c'était important pour moi en fait de redonner un petit peu de fierté, de redonner un petit peu d'honneur en fait à des gens qui ont choisi ou qui n'ont pas choisi mais qui ont hérité en fait d'un savoir-faire qui leur a été passé d'une génération à une autre. Souvent, ces tailleurs, c'est des gens qui ont pas étudié en fait en école de mode parce qu'on en a très peu sur le continent. Mon tailleur en chef qui s'appelle Babacar est tailleur depuis qu'il a 12 ans. C'est une skill, une compétence en fait qu'il a hérité de son grand-père qui était tailleur, de son père qui était tailleur et qui lui en fait aujourd'hui aussi est tailleur. Et donc c'était important en fait de raconter cette histoire, de le faire d'une manière différente,
de le faire d'une manière différente de tout ce qui avait été fait. Mon pari, c'était vraiment de faire de Tongoro en fait une marque résolument africaine, une marque forte, une marque qui suscite de la fierté en fait, et aussi une marque globale parce que je pense que il était temps, tout simplement. Merci. Bon, n'applaudissez pas trop parce que sinon je vais pleurer. Franchement, je suis très très émotive. Tongoro, au cours des 7 dernières années, ça donne ça. Franchement, en regardant ça ce matin, voilà, j'ai les larmes qui me montaient aux yeux parce que on voit souvent le glamour, les strass, les paillettes, mais c'est énormément de travail en back office. En 2016, donc, je lance la première campagne, An African Dream, parce que voilà, je suis une rêveuse et je pense qu'il est temps en fait de mettre en avant ce rêve africain, qu'on soit créatif, qu'on soit artiste, qu'on soit entrepreneur dans n'importe quelle industrie. Le moment était venu et je pense qu'il est bien présent. Et on enchaîne en 2017 avec une deuxième campagne Teranga, donc on retourne. Donc Teranga, c'est la terre sénégalaise. Hein. Teranga, c'est l'art de recevoir. C'est la chaleur, et c'est ce sentiment un petit peu et ce fil conducteur qu'on retrouve partout quand on voyage au sein du continent. Tongoro, c'est pas mal d'activations aussi en physique parce que c'est une marque digitale, donc en anglais on dit digital native. C'est une marque qui n'existe que sur Internet. Ça a été mon business plan, c'est mon parti pris. Je pars du principe que si j'étais amenée à ouvrir une boutique à Dakar en 2016, il y aurait eu que les Sénégalais majoritairement qui auraient eu accès à Tongoro avec Internet. Aujourd'hui, 60% de nos ventes viennent des États-Unis et continentalement, en comparaison, on a 16% de nos ventes qui viennent d'Afrique. Donc, pour familiariser toutefois les gens, parce qu'il y a toujours cette crainte du Made in Africa, de l'achat en ligne, est-ce que ça va, ce que j'ai commandé, est-ce que ça va être ce que je reçois, j'ai décidé de lancer une série de pop-up au cours des 2 premières années. Donc, on a fait un pop-up à Paris, on a fait un pop-up à New York, on a fait un pop-up à Abidjan, pour donner en fait l'occasion aux gens de venir tester, toucher la marchandise, voir que c'est réel. Voir que on y met tout ce qu'on a en fait, que je m'applique en fait à donner le meilleur de ce qui peut être offert en termes de Made in Africa. Alors en toute transparence, on est loin d'être là où j'aimerais en matière de qualité. Il y a toujours des couacs parce que 7 ans pour une entreprise, c'est un bébé. Quand on regarde une vie entière, 7 ans, on est un enfant. Donc on continue à apprendre en matière d'élocution, on continue à se former, on continue à... Donc il y a encore énormément de choses à améliorer, mais voilà, je pense que à ce moment-là, en 2018, avec 2 années d'expérience, on était déjà quand même bien assis avec des produits d'une certaine qualité et une légitimité en fait à vouloir conquérir en fait d'autres marchés. En 2018, juillet 2018, il y a l'événement en fait qui donne une toute autre dimension à la marque. Pour la première fois, donc on a Beyoncé, superstar, qui porte nos créations et qui poste les photos sur son site internet et sur Instagram. Et là, en fait, c'est la folie. C'est la folie. À l'époque, on fait 6 000 € de chiffre d'affaires par mois au mois d'août. Donc 3 semaines post cet événement, on est à 24 000 €. Donc, x4 en termes de chiffre d'affaires. Et je vous cite juste ce nom pour vous dire que, ce chiffre, pour vous dire que déjà l'effet en fait entre guillemets placement célébrité, il est réel. L'effet Beyoncé, il est encore beaucoup plus puissant. Mais aussi une limitation parce que avec du recul, je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. Quand je regarde à l'avancée en fait du business aujourd'hui, c'est qu'on était limité. Moi, je source en fait toutes mes matières premières sur les marchés locaux, donc Sandaga, Koloban. Donc quand on a une superstar en fait qui porte un set à 150 € et que derrière on gagne 10 000 followers en une journée, c'est impossible en fait de répondre à une demande, ne serait-ce même que de 10% de personnes qui seraient potentiellement intéressées. Mais c'était beau en fait. Et ce moment il est vraiment symbolique parce que pour la première fois, et un commentaire qui m'a marqué et que je garde, il y a quelqu'un qui a écrit: ah, pour une fois je peux acheter ce qu'elle porte.
Et ça, c'était sympa parce que ça veut dire qu'au même titre que toutes ces belles marques en fait de luxe que ces célébrités en fait portent, en tant que petite marque africaine, parce que je suis toujours une petite marque africaine, j'avais la légitimité d'être là, d'être portée par cette personne que j'admire. Et voilà, donc beaucoup de fierté pour ce moment. Ensuite, on enchaîne évidemment la presse qui suit, l'exposition, la montée de la marque, et puis il y a une relation qui se noue parce que j'ai eu la chance de pas seulement l'habiller une fois, pas 2 fois, pas 3, mais 8 à ce jour. Et en fait, d'avoir cette relation privilégiée avec une artiste comme ça qui vous expose à un niveau international, pour un business comme le mien, ça se quantifie, mais ça n'a pas de prix. Donc j'ai souvent aussi eu cette remarque et cette question: comment ne pas rester cantonné à la marque de Beyoncé ou la marque que Beyoncé porte? Pour moi, c'est tout simplement, il faut bosser. Faut être plus que ce moment. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un momentum, qu'il y a quelque chose qui se passe avec la marque, je redouble d'efforts pour sortir une campagne, pour innover. On a commencé à intégrer du 3D, on a lancé une capsule masculine, on a commencé à habiller aussi des célébrités masculines telles que Burna Boy, et j'ai pris le parti encore une fois de raconter l'histoire de la marque encore et encore et encore, parce que quelque chose que j'observe beaucoup avec les institutions et les grosses entreprises occidentales, et je vais vous en citer une, par exemple Disney. L'histoire de la petite sirène, on la connaît. Tous les 30 ans, Disney fait un remake. Alors, on a commencé par un dessin animé, ensuite ça a été un film, ensuite ça va être de l'animation. Et je pense que en tant qu'entrepreneur, en tant que créatif africain, quand on se lance dans un projet, et je le dis toujours, on n'est pas entrepreneur de mode, on n'est pas qu'un artiste, on est dans le business de l'inspiration. Aujourd'hui, il faut qu'on vende en fait l'inspiration, parce que elle ne se quantifie peut-être pas monétairement, mais les retombées monétaires qui peuvent en découdre en fait sont illimitées. Et c'est en fait cet axe que j'ai choisi de prendre avec Tongoro. J'ai regardé toutes les histoires en fait qui me font rêver. Alors bien sûr il y a du travail, et puis on en parlait un petit peu plus tôt en comité réduit. Je disais que la chance, parce que souvent les gens se disent mais t'as énormément de chance. Non, en fait, Tongoro, c'est le résultat de 13 ans en fait de travail. C'est le résultat de tout ce que j'ai accompli avec Gouba, de tout ce que j'ai accompli avec Noir, que j'ai pu infuser et puis transférer sur ce projet. Et aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir une marque qui résonne en fait à l'international, ce que je dis toujours, c'est que cette marque, elle ne m'appartient pas, c'est la vôtre en fait. Et quand je dis la vôtre, c'est la marque de la fin pour les Africains. Elle est pas qu'à moi. Et je suis content en fait qu'à chaque accomplissement, de sentir en fait que je suis pas seule, et que c'est pas que le Sénégal qui m'accompagne, mais vraiment tout le continent. Ça donne une force en fait, et j'essaie en fait toujours de continuer à raconter cette histoire encore et encore, de manière différente, jusqu'à ce qu'elle soit entendue par un maximum de personnes. Je vous invite, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, de vous rendre éventuellement sur le site, où vous pouvez regarder le documentaire Made in Africa que j'ai réalisé en 2020 au cours de la pandémie. Je savais que tout le monde serait assiégé à la maison, et le meilleur moment en fait pour capter une audience. Et donc j'ai réalisé ce documentaire de 30 minutes qu'on a mis sur nos réseaux sociaux, donc qui est aussi disponible sur la chaîne IGTV de Tongoro, et qui raconte un petit peu en fait la même histoire mais plus en profondeur, et qui reprend en fait les 4 indispensables, qui pour moi en fait sont quasi indispensables, que j'ai appris et que j'applique dans chacun de mes projets. On me demande à chaque fois, je veux lancer une marque, je sais pas comment faire, comment présenter, j'ai cette idée, comment la matérialiser. Et avant toute chose, je pense qu'il faut se demander quelle est la vision qu'on a.
qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, à quoi ça ressemble, et structurer cette vision. Dans un second temps, je pense qu'il faut se poser la question des valeurs, en quoi je crois. Moi, je crois en la communauté. Si vous vous rappelez, au cours de la première année du Covid, il y a eu on a fait face, le monde a fait face en fait à un écueil en matière de production, notamment dans l'industrie du luxe et de la mode. Énormément de marques ont fait face à des backlash parce qu'elles ont été exposées aux conditions dans lesquelles conditions auxquelles elles exploitaient en fait les travailleurs majoritairement d'Asie du Sud, et ça a invité en fait ce milieu à repenser la manière dont on perçoit en fait déjà les échanges entre le Sud et le Nord, mais aussi la manière dont on travaille. Il y a un mot qui revient souvent en anglais, c'est sustainability, et comment nous on réussit à l'inclure en fait dans ce qu'on fait au quotidien. Et je dis toujours que je ne sais pas comment traduire sustainability en français, excusez-moi, je suis perdue, mais pardon ? Durabilité, ouais, développement durable. Et je dis toujours que avant en fait de penser développement durable pour l'Afrique, nous on a des impératifs auxquels il faut qu'on réponde. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger ou qui vivent au jour le jour. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi se vêtir. Il y a des gens qui n'ont pas où dormir. Et donc avant de penser à tout ça, il faut déjà résoudre ces problèmes dans un premier temps. Mais l'Afrique en fait a toujours opéré de manière durable. On fait avec ce qu'on a. On ne dépense pas, on ne surproduit pas, et on ne fait pas plus en fait que ce dont on a besoin parce qu'on n'a pas assez. Et je pense que ça c'est quelque chose aussi c'est quelque chose sur lequel on devrait se pencher, réfléchir quand on entreprend, vraiment se poser la question des valeurs. Donc en quoi on croit. Moi je crois en la communauté. Je pense qu'on peut créer un business qui demain peut devenir peut-être un multi-million-dollar company, mais tout en préservant les valeurs de la communauté. Mes tailleurs sont super bien payés, ils ont un train de vie décent, ils sont heureux de venir travailler. J'ai souvent ce retour donc d'institutions qui organisent souvent des visites auprès des créatifs locaux qui viennent et qui sont toujours surpris en fait de voir que dans l'atelier c'est pas que l'ambiance est un peu différente en fait que d'un business traditionnel sénégalais, et je prends beaucoup de fierté parce que je pense qu'on a une occasion et une opportunité de faire les choses différemment. Ensuite, le troisième point, ce serait la voix. Et ça, c'est celle de l'identité. Et comme je vous l'ai dit au début, je me suis présentée, je vous ai expliqué mon histoire, et vous voyez qu'intrinsèquement, elle est liée à celle de mon business parce que mon identité me permet de bouger à travers le monde. Qui je suis se reflète dans la manière dont je travaille, dans la manière dont je présente mon travail. Et quand on sait qui on est, alors c'est un adage qui est classique, mais je pense que vous le connaissez tous, mais je pense vraiment que quand on sait qui on est, il est beaucoup plus facile de savoir où on va. Et ça, pour l'Afrique, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de prix parce qu'on a une chance inouïe d'être proche de nos racines. On a un continent qui a à peine 60 ans, donc il y a encore plein de rites, de traditions qui sont encore vivantes et desquelles on peut se nourrir au quotidien. Et enfin, le dernier point, c'est les visuels. Quelque chose qui est très, 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 très important pour moi, c'est l'image. Je pense qu'on vit dans une société d'images. La manière dont on se présente est importante. La manière dont on présente nos projets est importante. On peut avoir le meilleur produit du monde, mais si la présentation est nulle, ce sera très très difficile en fait d'en faire quelque chose de périn. Et en maximisant en fait, je pense, ces 4 V, je pense qu'il n'y a pas de secret, et bien sûr en travaillant, on peut arriver à faire quelque chose de plutôt pas mal, je pense. Quand je me pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire avec Tongoro, ou quand je me posais la question au tout début quand je commençais et que je me disais mais à quoi j'ai envie que cette marque ressemble, mes réponses c'était je veux que Tongoro soit une marque résolument africaine. Je veux que dans le nom déjà, parce que je me rappelle j'avais essuyé énormément
de résistance. Mais pourquoi Tongoro? C'est un peu trop ethnique. J'ai dit, mais non, en fait, non. En fait, non, c'est africain. C'est ethnique peut-être pour vous, peut-être que vous ne le comprenez pas, peut-être que à consonance, c'est un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir ou d'entendre, mais ça restera Tongoro, en fait. Et donc, je me suis assise dans cette comment dire ça? Enfin, j'ai tout simplement décidé en fait de ne pas flancher et de conserver mon identité tout simplement pour ne pas forcément plaire ou pas forcément rentrer dans une case qui à l'époque n'existait pas. Et donc voilà, j'avais envie de créer cette marque qui est résolument africaine. Cette marque qui est aussi contemporaine, parce que je pense que notre génération, je pense que quand je regarde la salle, on fait tous partie de ces générations qui apportent un regard nouveau à ce que l'Afrique a pu apporter avec la génération précédente. Donc adapter en fait la manière dont on raconte notre histoire pour qu'elle puisse être comprise par le plus grand nombre. C'est une marque aujourd'hui qui a des valeurs. Et c'est une marque aussi qui est globale et qui est dans l'air du temps. Et rester dans l'air du temps, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose que le digital aujourd'hui nous permet de faire. Rester connecté à tout moment. Je sais que c'est pas forcément facile, mais pour l'Afrique et pour les créatifs africains, je pense qu'il n'y a pas meilleur lieu en fait qu'Internet pour se faire une place et pour faire passer un message aujourd'hui. On n'a pas forcément les mêmes moyens que des gens qui bénéficieraient de soutien du gouvernement, de soutien de certaines institutions pour pousser leurs projets créatifs ou tout simplement pour donner vie à leurs projets créatifs. Mais on a des histoires à raconter. Et je pense que, je le dis toujours, quand on raconte notre histoire, on donne de la force aux autres en fait de croire en la leur. Donc voilà, merci à vous. Bravo Sarah, on va continuer la conversation. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc j'ai noté quelques questions des internautes. Plutôt là, je reste à côté, ça va ? Je suis très heureuse de savoir que Sarah est un peu congolaise, tout ça parce que je reviens de Brazzaville. Bon, je leur passerai le message, mon Mboka. Alors, la deuxième partie de cette prise de parole sera axée sur l'aspect purement business de Tongoro. Et il y a quelque chose que l'un des cofondateurs, à savoir Monsieur Kailumba, voulait savoir. Donc, s'il n'y avait pas eu ta copine, s'il n'y avait pas eu ce voyage à Dakar, est-ce que le shift se serait fait ? Et si oui, pour n'importe qui d'autre qui se pose la question comment je passe de l'idée à l'action, comment ça s'est fait concrètement pour toi ? Hello. Ouais. Alors, comment je passe de l'idée à l'action ? Après les 3 valises que tu ramènes. Très sincèrement, alors je pense que ma formation m'a énormément aidé à structurer en fait mon idée et à la transformer en entreprise. Je sais qu'aujourd'hui il y a 2 courants d'école et 2 courants de pensée. Certaines personnes vous diront jetez-vous à l'eau et vous verrez en fait voilà au fur et à mesure comment ça évolue. Et moi je vous dirais non, asseyez-vous, écrivez. Calculez, faites un business plan parce que c'est quelque chose, c'est un document en fait qui vous permettra tout au long à chaque fois de voir si vous suivez en fait la ligne que vous vous êtes tracée et c'est important en fait tout simplement de budgétiser, de savoir combien coûtent les choses, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en mesure de faire, si vous avez besoin d'aide ou d'investissement, combien éventuellement ça monte. Et que disait ton business plan à 3 ans ? Et quand Tongoro a fêté ses 3 ans, tu y étais ou... Je pense qu'aux 3 ans, je dirais qu'en termes de ligne directive, j'ai toujours gardé le cap. Pour il y a des choses que... Pardon ? Pour ce qui est de l'argent alors, on a été... comment on dit ça ? Au cours de la 2e année, on a commencé à rentrer dans nos frais. Je ne vivais pas encore du business en 2017, mais en 2018, à partir de 2018, voilà, j'ai pas eu besoin de faire de consulting à côté. Enfin, je vivais uniquement de Tongoro et je n'en vis uniquement aujourd'hui encore. Alors, tu as parlé de ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les aides de l'État ou d'institutions. Tu viens de dire que tu ne vivais pas du business. Comment tu vivais du coup ?
Je faisais du consulting. Donc on ne lâche pas complètement une branche tant qu'on ne tient pas l'autre en tant qu'entrepreneur. C'est vrai que certains se disent, oulala, je quitte mon job, je prends mon chômage, je m'en vais, mais il faut solidement avoir quelque chose. Absolument, je pense que c'est nécessaire et si vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas réfléchir en fait. Donc je pense que ça c'est... je pense que la question ne se pose pas. Tu nous as parlé de ton business model qui est très ancré Internet. Mais tout à l'heure, backstage, tu me disais quelque chose qui m'est allé droit au cœur comme ça. On dirait que Cupidon m'a touchée. Que Tongoro va avoir une version, je l'espère très bientôt, 54. Tu nous en dis un peu plus ? Alors, je partageais avec... ne m'en tenez pas rigueur si jamais ça n'arrive pas. C'est un rêve, c'est un projet. Mais je disais à China un petit peu plus tôt aujourd'hui que mon prochain projet, ma prochaine ambition en fait pour la marque, ce serait vraiment d'envahir le continent. Quand j'ai créé Tongoro, ma vision c'était d'en faire une marque pour l'Afrique. Au même titre qu'on a des marques aujourd'hui, on a le géant suédois H&M que je pense qu'on connaît tous. Je pense pas que la personne qui a créé H&M il y a je sais même pas quand, excusez-moi, se disait je vais conquérir l'Afrique. Non, son ambition c'était d'en faire la première marque européenne peut-être. Et j'avais la même ambition pour Tongoro. Internet ou la communication a fait que malheureusement, pas malheureusement, je suis très 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 contente, mais qu'aujourd'hui notre premier marché, comme je le disais un peu plus tôt, est le marché américain. Mais j'ai toujours cette ambition en fait de rendre la marque accessible au plus grand nombre sur le continent, parce que c'est quelque chose que je pense doit être célébré par nous, c'est quelque chose qui est fait pour nous, par nous, et j'aimerais vraiment conserver en fait cette vision. Alors pour 2024, le pari un petit peu fou que je prends, écoutez bien, c'est d'arriver en fait à distribuer la marque, alors même si ce ne serait qu'en petite quantité, mais dans les 54 pays du continent. Donc je cherche actuellement. Non. Elle disait juste que les autos, je veux un point de vente Tongoro. Toute personne qui lance un business en Afrique, c'est que les ambitions et la réalité ont deux vitesses, ok ? Donc, on n'applaudit pas encore, c'est un rêve. Et je me dis aujourd'hui, parce que on a eu une montée en fait de la mode africaine en termes d'appréciation, mais aussi en termes de présence sur le continent. Les gens consomment africain. Il y a 7 ans, c'était pas du tout le cas. Et je pense que dans chaque pays aujourd'hui, il y a forcément une petite boutique, un petit concept store, ou quelqu'un qui a envie peut-être d'avoir un espace où il y a plusieurs créateurs, où je pourrais potentiellement insérer quelques pièces. Oui, bien sûr. Et pouvoir couvrir en fait 54 pays et se dire ok, même si c'est que 20 pièces par pays, on y est, et partout dans le monde, qu'on soit au Lesotho, qu'on soit au Rwanda, qu'on soit en Afrique du Sud, au Gabon, Maroc, se dire au Gabon ou au Congo, se dire que de recevoir un message et que quelqu'un nous demande est-ce que vous êtes disponible ici, pouvoir donner une adresse, parce qu'aujourd'hui en Afrique, la réalité c'est que pourquoi je pense que nos parts de marché sont aussi disparates, c'est qu'on a un problème de bancarisation. Acheter en ligne, c'est pas facile pour tout le monde. Et pour se protéger, en fait, nous on utilise une porte de paiement qui est PayPal, que je pense que vous connaissez tous. Malheureusement, PayPal fait de la discrimination. Il y a certains pays qui ne peuvent pas utiliser PayPal, bien qu'ayant accès en fait à des systèmes de bancarisation performants. Et il y a la question du transport aussi, du shipping qui rend... Absolument. En plus de ça, la logistique en fait sur le continent est extrêmement difficile. Aujourd'hui, quelqu'un qui commande sur le site vendredi à 17h peut être livré à Paris lundi à midi. Quelqu'un qui commande sur le site aujourd'hui du Nigeria, donc parce qu'on ship tout de Dakar, sera livré dans une semaine. Donc il y a énormément en fait d'inégalités en termes de distribution, et puis c'est des questions en fait qui sont posées, des réalités que je suis pas seule en fait auxquelles je suis pas seule à faire face, et je pense en fait déjà en familiarisant les gens avec le produit, ça incitera peut-être après à la consommation en ligne. En tout cas c'est mon... On te souhaite d'être
partout et très bientôt dans ces 54 pays. Je trouve que cette ambition est tout à fait naturelle et à la hauteur de ce qu'est Tongoro. Tu disais tout à l'heure que quand tu t'es lancé, tu avais benchmarké un peu et 2 marques. Tu avais tapé dans l'œil depuis toujours, donc Lisa Folawio et Loza Moleombo. Je mettrai Christy Brown également là-dedans. Absolument. La différence entre vous, c'est quand même le prix. Toute personne qui lance un business doit effectivement bien connaître sa concurrence et savoir se positionner. Quelle est la différence aujourd'hui entre ceux qui, en termes d'imagerie et de pricing, sont alignés à Tongoro ou pas? Quel est l'élément différenciant qui te permet aujourd'hui de toujours stand out et de ne pas être obligé d'aller faire un peu comme les autres parce que finalement on te rattrape sur ce terrain? Alors, je pense que le business model qu'énormément de marques en fait ont répliqué est le business model des marques occidentales. Pour ceux qui connaissent un petit peu comment la mode fonctionne, elle fonctionne en fonction des saisons. Mais le calendrier saisonnier est calqué sur le calendrier occidental. Moi, je pars du principe que Tongoro est une marque, j'appelle ce que je fais de l'occasion wear. Donc, on n'a pas de saison, que ce soit en hiver, en été, au printemps, qui pleuve, qui vente, qui neige, vous pouvez acheter des pièces courtes, des pièces longues, et en fait se limiter en se disant, en calquant un modèle qui n'est pas forcément adapté, limite aussi possiblement en fait l'opportunité de se développer et de générer du revenu. Quand on vend un produit en fait qui est intemporel toute l'année, on n'a pas de limite en fait, on n'a pas de il n'y a rien qui nous stoppe. Et après, je pense aussi qu'en termes de prix, c'était important pour moi, je parlais du principe de l'accessibilité au début, c'était important pour moi que les gens puissent se dire « je peux me l'offrir ». Je le vois, je sais que 200 €, 150 €, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est que quand j'ai lancé la marque, je refusais d'associer le mot luxe à Tongoro, parce que pour moi, mon positionnement tel que je le connaissais, mais aussi tel que je le percevais d'un point de vue européen, était un positionnement premium. Aujourd'hui, quand je suis à Dakar et que j'ai une clientèle qui a envie de s'offrir une pièce, 150 000 francs CFA, c'est du luxe. Parce que on n'est pas sur le même niveau de vie. Donc, en fonction d'où on est, la marque est perçue différemment. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. On se lance souvent en ne considérant uniquement que le marché occidental. Et ça, je pense que c'est aussi ma force, le fait de pouvoir être abordable. Que ça représente un budget ou non, je pense que ça reste abordable et c'est quelque chose que je souhaite en fait rester. Et après, je pense tout simplement la force de mon branding, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant très longtemps. Comme je disais un peu plus tôt, l'image pour moi c'est très très important parce que déjà quand on arrive avec une marque qui s'appelle Tongoro en 2016 et qu'on veut se faire une place et un nom en fait dans le milieu de la mode en racontant cette histoire et qu'on ne rentre pas forcément dans les moules ou dans les cases en fait de l'archétype de la créatrice de mode. J'avais moins de 30 ans, je suis noire et je suis bien noire. Je suis africaine et j'ai aucun background en fait en mode. Il faut prendre tout ça en compte et je pense que justement la force du branding et la force de persuasion en disant non mais en fait l'histoire est plus forte que ce que vous pensez, ça c'est un élément qui je pense m'a démarqué. J'aime beaucoup ça, l'histoire est plus forte que tout. J'ai corrigé un peu, enfin j'ai changé ta phrase. Tout à l'heure, quelqu'un a fait une blague en coulisses en disant tu devrais changer le nom de Tongoro et l'appeler soldout.com. Je ne sais pas si vous arrivez à trouver. Elle annonce toujours plusieurs jours à l'avance, je note dans mon agenda, ouais, et paf, dès que ça sort, il n'y a plus rien. En tout cas, il n'y a plus ma taille. Et Dieu sait que je suis quand même dans les tailles où on devrait trouver. Et au passage, je porte Tongoro aujourd'hui. C'était impensable de faire autrement. Mais c'est la croix et la bannière de trouver une pièce Tongoro parce que les Américaines sont plus rapides que nous, faut croire. Comment, avec cette expansion africaine, tu vas tenir si, par exemple, tu n'ouvres pas ton capital ou tu lèves pas des fonds? Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit une ambition à toi et pour que chacun de nous passe le message? Et si tu cherchais des associés et que voilà, on n'est pas forcément obligé de lancer sa propre marque de mode, mais d'être partenaire associé de Tongoro, comment tu vas arriver à produire autant? Sachant que la raison pour laquelle tu es souvent sold out, parce que tu fais des collections assez exclusives et en quantité limitée.
Alors oui, c'est une réalité, c'est un écueil et bon, je pense que c'est un bon problème à avoir, mais ça génère aussi des frustrations parce que c'est des opportunités en fait qui me passent sous le nez. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en moyenne, on produit entre 150 à 200 pièces par mois. Quand on a 100 000 followers sur Instagram, 100 à 150 pièces par mois, c'est très 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 peu. Donc, mais malheureusement, parce que j'ai pris j'ai fait le pari de faire du Made in Africa, je ne peux pas produire plus que ma capacité. Et surtout, si on veut réussir en fait à conserver un minimum de qualité, on ne peut pas grandir trop vite en embauchant 15 000 tailleurs et que ça se dégrade et que toute l'image en fait que je m'efforce à construire autour de la marque se dégrade parce qu'on a 100 clientes sur 200 qui reçoivent un produit qui n'est pas quali. La prochaine étape pour Tongoro, je pense qu'éventuellement, quand je serai prête, ce serait d'ouvrir le capital de société et de faire une levée de fonds. C'est dans les plans. Je pense qu'il faut que je sois prête parce que aujourd'hui j'ai la liberté en fait de pouvoir créer, de pouvoir gérer mon business à ma guise, d'en faire ce que je veux, de pouvoir tester aussi plein de choses. Quand on fait rentrer quelqu'un dans son capital, on a des comptes à rendre et en fait il faut être prêt à les rendre. Mais aussi il faut réussir à faire comprendre aux gens que investir en Afrique c'est un investissement de long terme. Investir dans la mode, c'est un investissement de plus long terme. C'est pas du cash flow in et cash back. Ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est des lourdes infrastructures, surtout qu'en Afrique, on n'est pas industrialisé. Pour arriver de passer de 8 tailleurs à 150, il faut de la machinerie, il faut de la formation. Parce que quand bien même ces gens-là sont hyper qualifiés, pour qu'un vêtement soit identique à 400 pièces, il faut travailler le patronage. Et travailler le patronage, c'est de la formation. Ces tailleurs-là ne sont pas formés. Donc faire venir des équipes pour pouvoir former ces gens-là, ça coûte énormément d'argent. Donc je pense que chaque chose en son temps. Aujourd'hui, Tongoro, c'est 7 ans. 7 ans, comme je le disais plus tôt, c'est un enfant. C'est un enfant qui vient d'apprendre à parler, à lire. C'est bon, voilà. Il connaît pas grand-chose à la vie. C'est vrai qu'il étudie le tube digestif maintenant. Oui, voilà. 7 ans en business. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis juste assise en fait sur mes convictions, en disant voilà, avec très peu, j'ai commencé Tongoro avec 10 000 euros. Voici ce que j'ai réussi à accomplir sans aide en fait externe. Et je pense en fait qu'aujourd'hui, si je dois m'asseoir en face de financiers ou en face tout simplement d'investisseurs potentiels, j'aurai la liberté, mais surtout la force en fait de négociation, parce que si vous créez un business où vous avez eu un besoin de capital pour commencer, la conversation est différente. Mais si vous n'en avez pas besoin et que vous pouvez avancer doucement, la balle généralement est dans votre camp parce que c'est plus intéressant pour la personne en face. Alors merci. Dernière question. C'est vraiment la toute dernière. Pour rester dans le thème de Adicom, c'est le premier rendez-vous du digital africain. Kay le disait, on est ici pour créer des communautés. Tu disais que tu crois en la communauté également, mais sauf erreur ou omission de ma part, Tongoro collabore très très peu avec des créatrices de contenu mode. Est-ce que c'est à dessein ? Est-ce que c'est parce qu'elles ne viennent pas oser te le proposer ? Est-ce que c'est un choix ? Non, je pense que l'opportunité, tout simplement, c'est peut-être. Les filles, levez la main. Moi, je. Personne. Non, en fait, et puis, en fait, je pense que si on collabore, on fait du gifting, on fait du placement. Enfin, je suis très très ouverte en fait. Il n'y a pas du tout de fermeture à ce niveau-là. Au contraire. Je pense que c'est juste une question de feeling. Comme pour tout, en fait, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au gut feeling. Ça veut dire que si je sens que la personne, voilà, on partage les mêmes valeurs, que c'est quelqu'un qui représente, en fait, tout simplement ce que Tongoro représente, il n'y a aucun problème à collaborer. Très bien. Que peut-on te souhaiter pour terminer ? Du courage. Merci Sarah. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci China. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour votre participation.